Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Même si je suis pas un expert en crime organisé, j'ai toujours eu l'impression de bien connaître les gangs criminalisés qui existent. Hein? Les cartels mexicains, la mafia italienne, les gangs de rue haïtiens, les nouveaux gangs comme celui de Picturmel, les Hells Angels. Toujours l'impression d'avoir une bonne compréhension. Je vous avoue qu'hier, j'ai été surpris. Dans ce dossier où on a un ressortissant sikh, un militant assassiné à l'été 2023 ici au pays, que M. Trudeau pointe du doigt le gouvernement indien d'être derrière cet assassinat-là, là, on apprend que les membres qui ont finalement été arrêtés, les 3 suspects, le 3 mai dernier, en lien avec cet assassinat-là, eux font partie d'un gang de gangsters du Pendjab. Et là, je vous avoue, le crime organisé indien, j'y connais rien du tout. C'est pour ça que je fais appel à Maïka Sondarji, qui est professeure adjointe au développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Madame Sondarji. Bonjour. Expliquez-nous un peu, parce que je vous avoue, moi, ça passe complètement sur mon radar. Les gangs du Pendjab, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est géopolitiquement là, c'est difficile de comprendre toutes les minorités en Inde, tous les mouvements là, qui ont été qualifiés là, de terroristes par le gouvernement. Au Punjab, c'est une majorité Pendjab en français, c'est une majorité sikh, donc de religion sikh, donc un gros mouvement séparatiste. Ça a été très réprimé par le gouvernement depuis longtemps. D'ailleurs, c'était un militant sikh qui avait assassiné Indira Gandhi, une ancienne première ministre indienne. Puis donc, à cause de cette répression-là, il y a beaucoup de Sikhs qui vont à l'international. Donc, la diaspora est vraiment importante. Ici, c'est super important. Au Canada, il y a 2% de, non seulement pas juste des Indiens, mais des Indiens de religion sikh. Donc, il y a une minorité en Inde, mais qui sont énormes ici. Il y a beaucoup de ministres sikhs au sein du gouvernement de Justin Trudeau. Il y a un chef de parti fédéral, donc le NPD, qui est sikh. Donc, c'est une population très importante. Et le mouvement séparatiste est très organisé dans la diaspora. Donc là, où viennent les gangs de rue, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas dire « je vais assassiner ces personnes que je considère dangereuses pour l'intégrité territoriale de l'Inde ». Ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent des gens ils ne sont pas sikhs et qui vont... en tout cas, c'est les accusations là, que Justin Trudeau fait qui vont pouvoir s'occuper des agents, des troubles-fêtes, là, disons, qui se trouvent à l'international, dont M. Hardeep Nijjar Singh, qui était canadien, qui a été assassiné en juin dernier. Et là, les accusations de septembre étaient que le gouvernement indien avait perpétré les accusations. Puis là, le procès commence. Donc, c'est un nouvel épisode là, dans la télésérie du refroidissement des relations Inde-Canada. Et là, ce genre de gang-là, est-ce qu'on parle quelque chose qui s'apparente un peu à la mafia, qui s'apparente plus au cartel? Parce qu'on se comprend, c'est des groupes qui sont très actifs, entre autres, dans le milieu de la drogue, mais aussi qui font leur promotion beaucoup par le rap. Je vous avoue que je n'étais pas au courant qu'il y avait du rap punjabi. Peut-être que, évidemment, c'est pas quelque chose que j'écoute, mais à ce qui paraît... C'est peut-être pas le démographique visé par le rap punjabi. Mais, donc, je suis pas une experte là, des gangs punjabi, mais effectivement, ils vont se financer de toutes sortes de manières. Effectivement, ce genre de gangs-là ne vivent pas d'assassinats commandités par des pays étrangers. Donc, oui, il y a du rap punjabi, mais il y a toutes sortes de manières, là, évidemment, de faire cet argent-là. Puis comme en Inde, il y a beaucoup de production, notamment de coke, là, de poppies. Donc, il peut y avoir du trafic transnational basé en Inde vers les diasporas, mais ça, c'est tous les pays qui font affaire comme ça. Puis il y a énormément de public au Canada, aux États-Unis pour ça. Donc, c'est probablement pas nécessairement juste au Canada là, que les ventes se font. Il faut se financer d'une manière ou d'une autre. Là. Je pense pas qu'il y a énormément d'assassinats commandités. Donc, il faut trouver d'autres manières. Là, vous l'avez dit, c'est un procès qui va être beaucoup suivi, hein, parce qu'on risque d'apprendre des informations, du moins on l'espère, j'imagine, d'apprendre des informations sur les liens avec ces gangsters-là et soit le gouvernement indien, soit des intermédiaires, ou voire pas du tout. Mais du côté du gouvernement indien, le ministre indien des Affaires étrangères a une déclaration que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Il a accusé le Canada, il a dit « Vous faites venir des criminels recherchés en Inde sur votre territoire, vous leur donnez des visas, vous les accueillez alors qu'ils ont des faux papiers, et là, si vous accueillez des personnes avec des problèmes douteux de leur côté, vous allez vous retrouver avec des problèmes. » Est-ce que c'est pas toute une pointe qui est lancée par le ministre des Affaires étrangères? En ce moment, moi, je voudrais absolument pas être dans l'équipe de stratège de M. Trudeau parce qu'il est vraiment dans l'eau chaude, parce que d'un côté, comme je vous disais, c'est 2% de la population canadienne qui sont sikhs, et le Parti libéral, en majorité,
Ces gens-là votent en majorité pour le Parti libéral, donc c'est un électorat important pour M. Trudeau. Mais à la fois, faire une accusation comme ça, je pense que c'est une des accusations les plus importantes en relations internationales. C'est-à-dire que c'est une chose de dire « Ah, ben vous faites des assassinats de minorités sur votre territoire », mais de dire que le Canada dise que l'Inde, un pays étranger, brime la souveraineté du Canada pour venir au Canada et assassiner des gens ici. Dans le fond, la double citoyenneté n'existe pas en Inde, là. Donc M. Hardeep Nijjar Singh, lui, avait la citoyenneté canadienne et donc n'avait plus la citoyenneté indienne, donc c'est un citoyen canadien à part entière. Donc, vous venez assassiner des citoyens canadiens ici. Donc, c'est pour ça que là, le gouvernement de Narendra Modi, le premier ministre indien, réagit extrêmement fortement, puis c'est normal. Ils sont sur la défensive. Après, bon, ce qu'ils disent, comme je vous disais, eux considèrent ces militants indépendantistes comme des terroristes. Un peu comme le FLQ là, dans les années 70. Mais est-ce que ça permet donc d'aller les assassiner ou est-ce que ça permet de la répression politique là, à grande échelle? Peut-être pas. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne peuvent pas être accueillis par d'autres pays s'ils sont pacifiques. Là, l'histoire des faux papiers. On semble avoir un petit problème de connexion qui vient de se réaliser là, avec Maïka Sondarji, mais qui nous expliquait là, en détail un peu comment ces gangs-là, oui, viennent ici, mais surtout, qu'est-ce qu'on a comme relation entre le gouvernement indien, le gouvernement canadien et ces gangs-là. Moi, je retiens surtout que le gouvernement indien envoie un message fort qui est déjà un blâme qui est fait ici au Canada par la propre population, par le Québec, par le reste de la population canadienne, soit le fait que le gouvernement fédéral accueille un peu n'importe qui. Dans ce cas-ci, des fois, ça s'avère être des criminels. Hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de ce procès. Puis je remercie aussi Maïka Sondarji qui était là avec nous, professeure adjointe au développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa.